Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. Il y a quelques mois, je vous proposais à l'occasion de mon séjour à Saint-Véran une interview de Philippe Bazard de la Société astronomique de Lyon. Philippe Bazard qui participe à un projet international de détection de nébuleuses planétaires et de confirmation, notamment par la spectroscopie. Voilà. Et Philippe nous a donc parlé de Pascal Ledu, à qui il donne justement le résultat de ses observations. J'ai le plaisir donc de vous présenter Pascal Ledu sur la chaîne. Bonjour, oui effectivement mon travail, du moins en tant qu'astronome amateur, c'est de collecter des données de spectres sur des candidates nébuleuses planétaires afin de les confirmer. Donc autour de nous, de nombreux astronomes amateurs qui participent à ce projet, en particulier Xavier Stotner qui a participé à la détection d'énormément de nébuleuses également. Alors Pascal, on n'aurait pas le temps de présenter chacun, bien évidemment. Par contre, tu vas nous présenter où en est ce programme international de découverte des nébuleuses planétaires. C'est un programme qui avance bien, notamment avec la coopération professionnelle de Quentin Parker, qui est à l'université de Hong Kong. Et donc il y a en fait de plus en plus de nébuleuses planétaires qui sont découvertes, et notamment grâce à des découvreurs assez récents qui vont exploiter des données professionnelles et qui vont demander de l'aide à des astrophotographes pour confirmer des objets, pour montrer des objets, la morphologie des objets qui sont susceptibles d'être des nébuleuses planétaires. Et donc on a un exemple ici, par exemple Xavier, qui n'est pas avec Marcel, mais au moins Xavier est venu au RCE et donc il participe activement à trouver des nouveaux objets candidats nébuleuses planétaires. Voilà, donc un bel exemple de collaboration entre les professionnels et les amateurs. Donc tout de suite, je vous propose la conférence donnée par Pascal à l'occasion des rencontres Ciel et Espace 2021 et je salue le travail de chacun ici présent auquel vous allez le voir, Pascal va rendre hommage. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Bonjour à tous. Donc je vais essayer de bien parler à travers le masque. C'est assez difficile en fait. Des fois je balbutie un petit peu. Donc j'ai essayé d'être un peu mieux que hier. Aujourd'hui c'est une présentation, c'est ma deuxième présentation et là c'est sur les nouvelles nébuleuses planétaires qui ont été trouvées dernièrement. Je vais bien sûr faire un état avant de ce qui s'est fait en découverte de nébuleuses planétaires. Faire un état du moins parler du site planetarynebula.net et en finale on va venir sur des objets remarquables qui ont été trouvés par un duo d'astronomes amateurs et on verra un petit peu en détail leur découverte, la beauté de leurs images et les inconvénients de telles images en fait qui peuvent se retrouver lorsqu'on fait de la spectroscopie de ces objets. Le site, ça remonte à 2014. Première découverte pour ma part, c'est en 2011 d'un objet. Avant, il y avait celui qui est au fond de la salle, là, Nicolas Hauter, qui avait trouvé des petites choses qui étaient sympas sur ces images SHO. Donc, en particulier, on était un petit peu les précurseurs des premières images SHO à l'époque. Et on allait sur des objets qui étaient extrêmement faibles, notamment du catalogue Sharpless. Et c'est là qu'on a commencé avec, il y avait des logiciels qui étaient performants, des montures performantes, à faire des poses très longues sur ces objets très faibles. Et à partir de là, on a pu relever ces objets qui étaient bien connus, bien étendus. On a pu relever des petites tachouilles qui correspondaient en fait à des candidates nébuleuses planétaires. Donc à partir de là, il y a Agnès Acker qui nous a un petit peu boosté, qui a fait on a fait une publication ensemble, et est né des tables de nébuleuses planétaires trouvées, de candidates nébuleuses planétaires, excusez-moi, trouvées par des amateurs. Donc maintenant, on a bien avancé. À ce jour, ces tables, 1, 2, 3, comptent 900 objets à peu près. Et ces objets, ils sont classés en 3 parties. Il y a une table 1 qui réunit les objets qui sont classés comme nébuleuses planétaires, possibles, probables ou confirmés. Une table 2 qui correspond à des objets qui ne sont pas expertisés, donc en fait qui ont été trouvés, qui sont nouveaux,
et qui vont être classées comme nouvelles candidates. Et une table 3 qui fait un état de tous les objets qui ont la morphologie d'une nébuleuse planétaire, mais par spectroscopie, on a vu que ça n'en était pas. Donc ça peut être des régions H2, des galaxies, notamment de Seyfert, des étoiles symbiotiques, des restes de supernovas, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous allez sur Planetary Nebula Planet, on va dire PNNet pour les intimes, eh bien, ce qu'il y a dans PNNet se retrouve aussi dans une base mondiale professionnelle de nébuleuses planétaires qui s'appelle H, qui est entretenue à Hong Kong. Et donc, il y a une consolidation permanente entre les deux bases. C'est-à-dire qu'en fait, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce qu'on retrouve sur PNNet et ce qu'on retrouve dans H. Donc, la table socle, celle que vous ne voyez pas quand vous allez dans PNNet, c'est cette table-là, c'est un extrait évidemment. C'est celle que j'entretiens. Donc, on n'est pas beaucoup à la connaître. Il y a Thomas Petit qui est dans la salle, il y a moi-même. Et à partir des candidats qui arrivent, eh ben, je vais remplir cette table avec tous les éléments en ma possession. Et c'est cette table qui va être transmise au site PNNet. Et à partir de là, ça pourra être visualisé pour tout le monde. Donc on veut jouer une transparence complète. C'est-à-dire qu'en fait, si jamais un amateur trouve quelque chose, on va le diffuser à partir du moment où il transmet les données, il nous transmet les données, ça va être diffusé dans PNNet. Et à partir du moment où c'est diffusé dans PNNet, eh bien, on va transmettre la table en question à Quentin Parker, à l'université de Hong Kong. Donc, il y a une cohésion complète entre PNNet et la base H au niveau des noms des objets, des coordonnées, que ce soit J2000 ou galactique, des statuts et des dimensions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le statut, c'est pas nous qui allons le déterminer, c'est un professionnel, c'est Quentin Parker. Dans la base H, on a été assez loin parce qu'en fait, on a carrément un indicateur, voilà, c'est ça, qui se nomme French Amateur. Donc bon, ça fait un peu French Connection, etc. Enfin bon, c'est French Amateur. Et donc, si jamais vous allez dans H, eh ben, vous allez retrouver tous nos objets, tous nos spectres qui se retrouvent avec ce mot-clé French Amateur. Alors, si jamais on revient à PNNet, on peut voir que pour chaque objet, il y a une fiche. Et cette fiche est assez bien renseignée, donc on la renseigne au mieux. Donc, vous allez retrouver les coordonnées d'objets, le baptême, PNNet, PNG, H, c'est-à-dire qu'en fait, un objet peut avoir plusieurs baptêmes, et notamment un international qui est avec les coordonnées galactiques. Vous allez retrouver le statut. Donc, si jamais le statut n'a pas été déterminé par un professionnel, il n'y a pas de statut. Hein. Il n'y a pas de. Vous allez retrouver les dimensions qui correspondent à celles qu'on retrouve dans H une fois que l'objet a été analysé. Vous allez retrouver des images, donc des images de relevé professionnel ou des images amateurs, donc qui sont vraiment très importantes. Et parce qu'en fait, certains de ces objets sont trouvés grâce à ces images amateurs O3 ou H-alpha. Et vous pouvez retrouver des informations sur les spectres. Donc ces spectres, vous allez avoir le spectre 1D qui va être représenté comme on voit à droite, et qui montre typiquement celui d'une nébuleuse planétaire avec de fortes raies au niveau de l'oxygène ionisé et du H-alpha et de l'azote. Et vous retrouvez aussi également des fiches d'observation spectroscopique. Alors voilà, ce que vous retrouvez aussi dans PNNet au niveau de la spectroscopie, c'est que vous retrouvez tous les objets qui ont été observés en spectroscopie avec leur nom. Donc en fait, c'est une table qu'on peut faire évoluer par le nom, par les coordonnées, par la date. Et vous avez pour chaque objet son nom, ses coordonnées, l'observateur qui a fait le spectre, l'endroit où a été fait le spectre, la date du spectre, les informations sur la fente, du moins le diamètre du télescope utilisé, le FD, la taille de la fente, et après vous allez avoir des indications sur ce qui a été vu sur le spectre. Donc nous, en tant qu'amateurs, on reste observateur, c'est-à-dire qu'en fait on fait un spectre, on voit qu'il y a du signal en oxygène, il y a du signal en H-alpha, il y a du signal particulier, et là on va le décrire, on va dire bah oui effectivement on voit ce signal-là, et on ne tire pas de conclusion.
En fait, l'analyse d'un spectre, à partir d'un spectre pour déterminer la nature d'un objet, on la réserve à un professionnel. C'est pas nous, on donne une indication sur ce qu'on a vu et sur le signal qu'on a observé. Alors, ce groupe de découvreurs de nébuleuses planétaires, il est composé en fait de 3 sous-groupes. Il y a les découvreurs, évidemment. Il y a des imageurs, c'est-à-dire des personnes qui vont faire des images pour aider des découvreurs à bien cerner l'objet qu'ils ont détecté. Et il y a des observateurs en spectroscopie. Donc voilà, ça se répartit un petit peu comme ça. 61% de découvreurs. Des imageurs, il y en a 17%. Et des observateurs en spectroscopie, 22%. Comme vous pouvez voir, les French amateurs, il y a une grande partie qui est effectivement française, mais nous avons des Australiens, nous avons du moins un Australien, un Croate, des Brésiliens, Russes, Norvégiens, enfin j'ai pas tout cité, 2 Chinois, 2 Indiens, 6 Américains. Donc en fait on a on est répartis un petit peu partout dans le monde en fait. Et beaucoup d'amateurs, que ça soit des Indiens, des Américains, me contactent pour me soumettre des objets et pour qu'ils apparaissent dans PNNet et ensuite dans H. Le graphique qui est en bas, là, il montre un petit peu l'évolution au niveau de la spectroscopie, essentiellement. C'est-à-dire qu'en fait, en 2011, il y avait très peu d'observations en spectroscopie. Bon, il y en avait un, évidemment, qui était le précurseur, hein, au niveau il est peut-être dans la salle, je ne sais pas s'il est là, mais c'est Christian Ambuil. Et par la suite, avec le matériel qui a évolué, notamment le matériel distribué par la société Sheldyak, eh bien, il a commencé à voir, à partir de 2015, on a commencé vraiment à observer des nébuleuses planétaires, les candidates nébuleuses planétaires. Donc 2015, 2016, 2017, on commence à faire vraiment des observations. Vous avez, par les couleurs, les diamètres qui sont utilisés. Donc au début, c'est avec notre propre matériel. Moi, j'utilise un 20 cm. Et on a été jusqu'à 1 mètre pour faire nos spectres. Et donc vous voyez qu'en 2019-2020, il y a eu vraiment pas mal d'observations qui ont été faites, notamment avec 2 setups de 20 cm. L'un qui est en Bretagne, à Port-Spoder, hein, c'est au-dessus de Brest. Et puis l'autre qui est dans le Gard, avec Lionel Minato qui s'est lancé à faire des spectres de candidates nébuleuses planétaires. Alors, maintenant nous allons rentrer dans la base H. Donc cette base, alors comme je vous l'ai précisé au départ, l'intégralité de nos travaux sont transmis au laboratoire de recherche spatiale qui se trouve à l'université de Hong Kong et qui est dirigé par le professeur Quentin Parker et qui a comme assistant entre autres Andreas Ritter. Donc ces 2 personnes, vous les voyez sur la diapositive. Et à partir de là, donc il y a un protocole qui est utilisé, notamment au niveau de ce département. Andreas, lui, il assure la migration des objets découverts et des spectres observés dans la base H. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les données qu'on va fournir, il va les mettre dans la base H. Et automatiquement, il va y avoir un nom de code qui va être porté sur l'objet. New candidate, ça va être une nouvel objet. Et si jamais il y a des spectres qui sont fournis, eh bien pareil, il va les mettre dans la base H. Et là, après, il y a une relecture et une analyse par Quentin Parker qui, lui, va se charger d'analyser l'objet en lui-même avec le spectre acquis. Donc avec le spectre acquis, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'il va prendre le spectre, mais il va prendre aussi d'autres données que nous n'avons pas à notre portée et qui vont permettre de caractériser, de donner une nature sur l'objet observé. Donc c'est comme par exemple, quand on va dans H, et ben là on retrouve par exemple une liste d'objets qui sont, donc il y en a près de 900, qui sont dans la base H avec le catalogue French Amateur. Vous avez les noms, vous pouvez avoir différents noms, le nom PNG qui est international pour les nébuleuses planétaires. Vous avez le nom ensuite qui vient, là comme on peut voir sur la deuxième colonne, et le statut de l'objet. Une fois qu'il a été analysé, si jamais il y a eu un spectre. Sinon c'est un C, et C ça veut dire candidate. Hein. Et vous pouvez les visualiser avec à différentes longueurs d'onde, comme on fait d'ailleurs sur PNNet. On a repris un petit peu les superpositions d'images qu'on retrouve dans H, dans PNNet, et vous avez les spectres qui sont présents. Et donc là, ce qui est intéressant avec H, c'est que vous pouvez superposer des spectres amateurs qui ont été faits
avec des spectres professionnels. Et c'est là qu'on voit que au niveau amateur, on n'est pas trop mal. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment des spectres qui prêtent à comparaison avec des spectres professionnels, et voire des fois, on a des spectres amateurs qui sont meilleurs que ceux qui sont rentrés dans la base, qui viennent d'observation professionnelle. Donc, c'est vraiment utile. Alors, ce qui est bien dans le graphique de spectre fourni par H, c'est que vous avez tous les gaz qui peuvent être observés sur une nébuleuse planétaire. Vous pouvez les visualiser. Hein, donc, ça vous permet de rappeler un petit peu, de voir où sont situés évidemment vos signaux, et de voir les éventuels signaux qu'on peut voir sur une nébuleuse planétaire. Alors, à partir de toutes les informations qu'on a faites, on a fait des petites statistiques, et d'ailleurs c'est dans le cadre d'une publication qui va être faite dans Astronomie et Astrophysique, qui est en cours de relecture en interne chez nous. Et donc, à partir de là, on a créé des tableaux où on voit, par exemple, là à gauche, un tableau qui montre que sur tous les objets dont on a pu déterminer la nature, eh bien, il y en a une grande majorité qui sont vraiment des candidats potentiels de nébuleuses planétaires. Il y en a qui sont véritablement des nébuleuses planétaires, d'autres des probables et d'autres des possibles. Mais c'est vraiment un cran important au niveau de la classification d'un objet. Après, on voit qu'il y a plein d'autres objets qui sont de nature différente, comme des étoiles à émission, des galaxies de Seyfert, des rémanents de supernovas, des régions H2, etc. À droite, vous voyez un petit graphique qui vous montre au niveau du diamètre des nébuleuses qui ont été trouvées par les découvreurs. Eh bien, il y a la grande majorité, ce sont des petits objets. Hein, il y a des objets ponctuels, il y a des objets qui sont un petit peu plus grands, mais en grande majorité, ce sont des objets qui sont relativement petits. Alors maintenant, il y a un nouveau type de découvreur. Nous, avant, moi, quand j'ai commencé à chercher des NP, donc c'est à partir d'images, hein, on trouvait des objets, comme Nicolas en a trouvé. Et par la suite, il y a eu des commandes et d'autres personnes qui ont commencé à regarder. Donc, il y avait déjà un groupe autrichien qui cherchait sur des images professionnelles et qui scannait, qui regardait si jamais il y avait une nébulosité, il trouvait des nébuleuses planétaires. Et puis là, il y a des nouveaux découvreurs, donc Marcel et Xavier. Donc on voit les photos. Donc il y a un exemplaire de ces découvreurs qui est dans la salle. Il est voilà, Xavier est présent. Et donc ils ont commencé à vraiment ce qui est nouveau là. Ils ont commencé à travailler sur des données professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, au début, on regardait simplement des données professionnelles, et eux, ils ont commencé à travailler sur des données professionnelles, comme des pros en fait. Hein. Donc ils ont développé, ils ont un catalogue déjà qui est vraiment impressionnant, le catalogue STDR, donc STDR et puis objet STDR, donc qui compte 171 objets. Il y a 21 NP confirmés par des professionnels à leur actif, 9 qui sont probables et 13 possibles. Et chacun, par exemple Marcel, il a un catalogue de 43 objets avec 7 nébuleuses planétaires confirmées. Et Xavier a un catalogue de 80 objets avec 12 NP confirmés. Alors attention, comme je dis ça, donc c'est-à-dire que sur les 81 objets, il y en a dont on ne connaît pas la nature parce qu'en fait, on n'a pas fait le spectre. C'est-à-dire qu'en fait, sur les objets qui ont été vus dans les 80 objets, par exemple, eh bien, dont on a fait un spectre, eh bien, il y en a 12 qui sont des nébuleuses planétaires. Marcel et Xavier sont aussi présents. Vous pouvez retrouver le ST, le DR, dans d'autres catalogues que vous retrouvez dans PNNet ou dans la base H. Au total, ce duo l'astronome amateur a découvert 40 véritables nébuleuses planétaires. Et je pense que ça ne va pas s'arrêter là. Donc, ils ont développé une méthode de recherche qui est bien rodée. Donc, ils s'appuient sur pour rechercher des nébulosités sur des données H-alpha, donc professionnelles, comme le SHS, le IFAS, etc., qu'on peut retrouver. Donc, ces termes-là, c'est surveillé. Vous pouvez les retrouver, par exemple, sur un outil comme Aladdin, du Centre de données astronomiques de Strasbourg. Ils s'appuient aussi sur des images amateurs. Ça, c'est un petit peu récent, nouveau. C'est-à-dire qu'en fait, sur la toile, il y a énormément d'images qui sont diffusées par des astronomes amateurs qui font de l'imagerie grand champ, etc. Et eux, ils s'occupent de regarder justement ce qu'il y a sur la toile et regarder si jamais il y a des choses qui peuvent être intéressantes.
Donc ça c'est au niveau nébulosité. Au niveau des commandes des CSPN, c'est l'étoile centrale de nébuleuse planétaire, ils vont utiliser des données comme professionnelles comme Pan-STARRS, DECAM, DSS, GALEX, pour voir le rayonnement UV par exemple. Et ils vont rechercher aussi des nébuleuses planétaires stellaires à partir essentiellement d'images SHO, où là la colorimétrie d'une nébuleuse planétaire se voit immédiatement par rapport à la colorimétrie des autres étoiles, qui sont elles sont vertes flashy. Hein, Et donc après, ils vont faire une analyse méticuleuse et visuelle, et ce qui est nouveau, ils vont utiliser des outils développés en interne. Alors c'est des outils mathématiques qui permettent de rechercher des nébulosités sur une image. Donc là, c'est Xavier qui travaille plutôt là-dessus. Et ils vont avoir des outils de filtre, etc., de façon à bien faire ressortir des objets qui peuvent être intéressants. Donc il y a des soustractions d'images, etc., pour enlever par exemple le fond de ciel, pour faire rehausser par exemple une nébulosité. Enfin, je ne vais pas détailler tous les que je ne connais pas d'ailleurs, hein, je connais juste dans les brimes, mais qui vont permettre de révéler des objets intéressants. Après, ils vont chercher à trier et à écarter des objets qui sont différents de nébuleuses planétaires. Parce qu'en fait, ça, il ne faut pas oublier. Des fois, j'ai des contacts, des personnes qui m'envoient un objet. On voit, du moins, au premier regard, on voit que ce n'est pas une nébuleuse planétaire. La morphologie n'est pas forcément aussi celle d'une nébuleuse planétaire. Et ça m'intéresse pas. C'est-à-dire, en fait, je vais pas le retenir. Je vais dire d'aller voir ailleurs pour. C'est pas dans nos sujets dans nos travaux. Donc ils vont écarter les objets qui sont différents de NP, et ils vont rechercher aussi, et ça c'est très important, ça c'est nouveau, l'étoile centrale. Donc en fait l'étoile centrale au départ on ne la cherchait même pas parce on n'avait pas de survey assez résolu pour trouver ces étoiles centrales qui sont, je vous le rappelle, très faibles, d'un bleu bien particulier, bien un beau bleu, et que généralement on ne détecte pas avec de l'imagerie amateur. Mais là maintenant il commence à avoir des surveys comme Pan-STARRS, comme de KPS, etc., où on peut distinguer, on peut voir ces étoiles. Et donc là ils vont rechercher, dès qu'ils en ont détecté une, des informations sur l'étoile en elle-même. Donc il y a le satellite Gaia déjà qui donne pas mal d'informations sur ces étoiles très faibles, et à partir de là, eh bien on peut avoir des renseignements sur la distance, la classe spectrale, le mouvement propre de la température des fois, et donc des informations qui sont vraiment importantes qui caractérisent bien une étoile centrale de nébuleuse planétaire. En complément, ils vont demander, donc ça c'est encore nouveau, ce duo parle beaucoup. Ils sont présents beaucoup dans les réseaux sociaux, etc., donc ils sont de la tchatch. Et ils vont chercher des personnes qui sont susceptibles d'observer les faibles signaux qu'ils ont vus sur des images professionnelles. Et donc pour cela, ils font appel à des astrophotographes amateurs comme Andreas, donc il y a plusieurs Andreas, Zirk, Brinkmann, Marcus, Rochus, Peter, ou alors donc ça ce sont des Allemands, Autrichiens, Anglais, mais également des Français comme Nicolas Houter ou Mathieu Guinaud, qui vont faire de l'imagerie de ces objets. Alors je fais un grand bravo à ces astrophotographes, parce que c'est une tâche qui est difficile, qui demande des longs temps de pause sur des objets qui sont vraiment très faibles et qui peuvent être pas très grands. Et à partir de là, ils peuvent ressortir des objets qui sont extraordinaires. Donc en fait, le mérite, c'est qu'ils vont faire une photo inédite d'un objet nouvellement découvert. Et parfois, ils font de la location de grands télescopes, comme à Chilescope par exemple, des 0,5 mètres ou 1 mètre. Alors une location de 1 mètre, vous allez voir sur la diapo suivante, c'est pas anodin. Alors comme ils tchatchent beaucoup, ils vont discuter avec beaucoup de monde. Donc ça, moi je l'entends après, etc. Donc ils ont beaucoup de conversations avec Daniel Patrick, un autre découvreur qui est américain, mais aussi deux Indiens, Sankalp et puis Utkarsh, qui font aussi des découvertes de nébuleuses planétaires, et puis des professionnels comme Robert Faison et Stéphane, bon je vais pas dire le nom, je le prononcerai mal, mais voilà, donc en fait ce qui est bien, c'est que à notre époque, on discute beaucoup.
Et ça a changé la donne au niveau des découvertes de nébuleuses planétaires. C'est-à-dire, en fait, il y a vraiment un dialogue qui s'instaure entre les découvreurs, et c'est gagnant. Alors, ce qui est important pour ce duo, c'est pour ça que je parle eux d'eux aujourd'hui, c'est qu'ils ont une réelle volonté de nous présenter que des objets qui sont vraiment susceptibles d'être des nébuleuses planétaires. Et ça, c'est vraiment, pour moi, ça me soulage beaucoup, parce qu'en fait, la plupart du temps, quand ils m'envoient un objet qu'ils ont possible, eh bien, je sais à 90% que c'est un objet qui va être validé, qui va rentrer dans PNNet et dans H. Alors attention, comme je vous l'ai dit, ce duo fait appel fait de la location pour observer, pour faire des images. Les belles images que vous voyez sur Internet, sur Facebook, etc. Voilà. C'est-à-dire, il faut le savoir, une image de cette qualité, on ne l'a pas comme ça. C'est-à-dire, soit c'est un amateur qui va passer énormément de temps pour refaire ressortir le faible signal de l'image, soit ce sont le duo qui vont trouver des financements pour louer des télescopes de 50 cm ou de 1 mètre et pour sortir ces images-là. Vous voyez le coût, ça va de 800 à 8000 euros. C'est énorme. C'est vraiment, moi je leur dis, c'est une belle prouesse, surtout de la manière dont ils font, ils récoltent les fonds. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont faire appel à des collectes, c'est-à-dire tout le monde, dans les réseaux sociaux, ils vont demander des fonds pour sortir ces fabuleuses images qui diffusent après sur le net. Donc des fois ils ont ce qu'il faut, parfois ils mettent la main à la poche, et parfois ils ont des financements d'université. Et c'est là que c'est un petit peu, enfin moi ce qui me gêne un petit peu, c'est que ces images apportent de l'information sur ce qui nous entoure, sur les nébuleuses planétaires, etc. Et en fait ils ont peu de soutien de la part de la plupart des observatoires, etc. Et ça serait bien que ça change. C'est-à-dire qu'en fait, ils apportent une information que Quentin Parker va prendre avec habilité. Et je cite Quentin Parker, mais il y en a d'autres qui peuvent s'intéresser à ce type d'objet. Et là, donc, vraiment, c'est une belle prouesse d'amateurs là, qui offre au grand public et à des professionnels des objets de cette qualité. Alors, fort de leur succès, à l'instar de PNNet, parce que nous aussi, nous conseillons les amateurs qui veulent rechercher des candidats de nébuleuses planétaires, et ben l'équipe STDR est sollicitée par des astronomes amateurs qui souhaitaient aussi lancer des recherches de nébuleuses planétaires. Donc, par exemple, Sankalp Mohan et puis Utkarsh Mishra, eh bien, ce sont deux Indiens que je connaissais déjà, qui avaient fait quelques petites découvertes, mais qui maintenant, grâce à l'aide de l'équipe de Marcel et Xavier, eh ben, trouvent des objets qui sont vraiment extraordinaires. On voit par exemple Momicat, donc ça c'est tout récent, grâce à une image aussi de Peter Goudou, je sais pas comment c'est, Good, D-H-E-W, je sais pas comment on prononce exactement dans le nom, et Parasmomi 1. Donc ça, c'est le plus long mot qu'on peut faire au niveau catalogue. C'est une photo de Pascal Dufour, il me semble. Ou Patrick Dufour. C'est Pascal ou Patrick, je ne m'en rappelle plus. Ouais, j'ai mis juste le P. Et donc, qui est un objet vraiment intéressant, mais comme on voit, très très faible au niveau... Donc en fait, tous les objets repérés ne seront pas forcément, il faut le savoir, par contre, des nébuleuses planétaires. Il y a des objets des fois que le duo m'envoie, et à la figure de l'objet déjà, rien que je sais que ça sera pas forcément une nébuleuse planétaire. Et Quentin Parker est aussi de cet avis, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on trouve de l'oxygène et du H-alpha que hop, on est en présence d'une nébuleuse planétaire. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir savoir comment ce gaz a été ionisé, où est l'étoile centrale, est-ce qu'elle est bien située, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments qui peuvent ioniser ce gaz, d'autres étoiles, l'environnement, c'est-à-dire qu'en fait là on voit un objet uniquement sur là on voit un objet rond, mais en fait on voit par exemple ici qu'il y a aussi du H-alpha, c'est peut-être une zone assez complexe, et là pour dire est-ce que ça c'est une nébuleuse planétaire, on ne le sait pas. C'est pour cette raison, par exemple, qu'il est nommé STDR objet 9, c'est-à-dire qu'en fait, il n'est pas dans un catalogue, on ne peut pas dire que c'est une candidate nébuleuse planétaire.
Cet objet-là, qui est à droite aussi, il a plus de chances d'être une nébuleuse planétaire. Nous avons fait le spectre de l'objet en question, et malgré le spectre, malgré les données, cette image, etc., eh bien Quentin ne s'est pas trop avancé. C'est une possible nébuleuse planétaire, mais on n'en est pas encore sûr. Après, il y a des objets qui sont un peu plus, qui sont nouveaux. Donc, par exemple, l'objet en question à gauche, STDR 47, qui lui est bien ponctuel. C'est-à-dire, en fait, on a vraiment quelque chose de ponctuel. On a une étoile centrale qui est bien centrée au milieu. Actuellement, il n'y a pas de commande de spectre sur cet objet, et il se peut que effectivement, ça soit une nébuleuse planétaire. Là, nous avons à droite une vraie nébuleuse planétaire, donc qui a été classée par Quentin Parker comme vraie nébuleuse planétaire. Vous avez vu l'objet en question, il est assez complexe. Hein. Au premier abord, on n'est pas censé penser que c'est une nébuleuse planétaire, mais là, grâce au spectre et aux images et aux données qu'a Quentin Parker, et bien là, le duo Xavier et Marcel ont bien trouvé une nébuleuse planétaire. Voilà un autre objet, par exemple à gauche, STDR 56. Est-ce que c'est une nébuleuse planétaire ou non? C'est un objet étrange avec des ramifications, etc. Là, au jour actuel, on ne sait pas trop. À droite, par contre, nous avons STDR 13 qui est une vraie nébuleuse planétaire. Donc, il y a eu un spectre dessus, et là, c'est un objet qui est une nébuleuse planétaire. Alors, les dernières découvertes du catalogue STDR, des objets remarquables. Là, je le souligne, parce qu'en fait, vous avez STDR 139, donc qui est une vraie nébuleuse planétaire. En fait, j'ai fait son spectre il y a pas très longtemps, et qui montre vraiment des raies en O3, en H-alpha. Avec cette image et avec le spectre, Quentin a validé l'objet comme nébuleuse planétaire. STDR 140, c'est un objet qui a été découvert tout dernièrement, qui a une bonne forme, une bonne tête de vainqueur. Hein, c'est avec une étoile centrale, un beau rond bien isolé, ça c'est très important. C'est un objet qui est vraiment ponctuel, hein, il n'y a pas de ramification autour de H-alpha. C'est quelque chose de bien sympa. Et je pense que là, nous sommes en présence d'une nébuleuse planétaire. Mais c'est là qu'on va entrer dans un côté un petit peu difficile pour ces objets. En fait, ces images qui sont réalisées avec des gros télescopes ou alors avec des amateurs, avec des moyens un peu plus petits, mais avec des très longs temps de pause, hein, qui peuvent dépasser les 100 heures, eh bien, elles apportent de l'information au niveau de la morphologie complète de l'objet. C'est-à-dire, on arrive à le situer complètement dans son environnement. La répartition des gaz, notamment le signal O3 et H-alpha. C'est une aide pour situer avec précision la fente d'un spectroscope. Donc ça, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, grâce à ces images, on va pouvoir situer au mieux la fente d'un spectroscope sur l'objet. Et c'est des informations complémentaires pour déterminer la nature d'un objet. C'est-à-dire qu'en fait, Quentin Parker, même si jamais il a un spectre qui va être pas très bon, en fonction de l'image qui a été faite en profonde, eh bien, il va pouvoir dire que c'est une nébuleuse planétaire. Hein, notamment, ça a été le cas de DR21. Par contre, ce qu'il faut savoir, ce sont des images flatteuses. L'objet semble un spot, alors que c'est loin d'être le cas. Pourcentage appliqué, en fait, avec ces images, il faudrait savoir le pourcentage qui est appliqué pour chaque filtre. Dans l'image finale, et cette information, elle est rarement diffusée. Et donc, en fait, on se retrouve avec une détection très difficile en spectroscopie. Alors là, je vais jeter la pierre un petit peu sur ce qui se fait en imagerie. En imagerie, on va faire des pauses, on va avoir des objets qui sont extrêmement faibles, et par l'outil informatique, qui sont vraiment très très évolués, comme je cite PixInsight ou il y en a d'autres, hein, on va pouvoir relever un signal très faible par rapport au bruit, par rapport au fond du ciel, etc. C'est-à-dire qu'en fait, on va garder effectivement le signal est présent, mais on va donner des pourcentages pour rehausser l'oxygène, pour rehausser le H-alpha. Après, on va faire une moulinette qui est propre à chaque imageur pour avoir la meilleure compromis au niveau de l'image. Et au final, on va avoir une image, comme ici,
Si jamais j'ai un enfant qui a un petit enfant, je vais lui dire qu'est-ce que tu vois là? Il va me dire oh, bah, je vois un gros spot bleu. Ça c'est faux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un gros spot bleu. C'est-à-dire qu'en fait, on a boosté des coefficients au niveau de filtre pour rehausser l'image en question. Quand on vient avec de la spectro, là, on ne triche pas. C'est pas de la triche, hein, que je dis. Le terme tricher, c'est pas tricher, mais on va pas pouvoir appliquer des coefficients au signal qu'on observe. C'est-à-dire, on a un signal qui passe dans une fente, ce signal est faible en O3, il est faible en O3. On ne va pas donner un coefficient pour l'O3 pour le faire remonter et au H-alpha pour le faire remonter. Et donc là, eh ben, on se retrouve un peu coincé. Parce qu'en fait, sur des objets qui sont aussi magnifiques que PA STDR9, eh bien, on a beau, alors donc là, il y en a deux qui se sont mis dessus. Il y a Lionel Minato et puis moi. Donc un breton, un gardois, ardéchois de naissance. Et on a voulu sortir du signal de cet objet. Avec nos 20 cm, mais aussi avec un 1 mètre à Calerne. Vous voyez les différentes fentes qu'on a passées. On a passé des heures dessus. Le plus beau spectre qu'on a sorti, c'est celui-là, à droite. Donc sur ce spectre, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit une petite amorce là, en oxygène, et puis quelque chose un petit peu là, en H-alpha. Mais sur un objet comme ça, on pensait avoir nettement plus. Et en fait, non. Ils sont très très difficiles à observer en spectroscopie. C'est très difficile à sortir du signal. Donc là, on voit la grosse différence qu'il y a entre de l'imagerie, où on va pouvoir rehausser le signal pour certains filtres, pour faire ressortir l'objet dans son environnement, et la spectroscopie, où là, on prend le signal comme il est. Et c'est là que ça coince. Et ça coince tellement que, par exemple, un objet comme STDR140, qui a une véritable nébuleuse planétaire, eh bien voilà le spectre 2D de cet objet qu'on a pu observer avec un 1 mètre au C2PU. Un télescope de 1 mètre quand même. Hein. Et donc voilà, on a pratiquement que dalle. Pratiquement rien. Ça a été un échec complet. Et donc j'en ai parlé à Quentin Parker, et Quentin Parker, je suppose qu'il a rigolé un petit peu, mais il m'a écrit, voilà ce qu'il a écrit. C'est-à-dire qu'en fait, pour ces objets-là, même avec des classes de 2 mètres, on n'arrive pas à faire les spectres. Ils sont très difficiles. Le seul moyen de les révéler, c'est avec des images profondes, à très très long temps de pause. Donc il se peut que ces objets-là, dans le futur, eh bien qu'il n'y ait jamais de spectre de ces objets, même au niveau professionnel, hein, je parle, hein, et que voilà, c'est que seule l'image en fait qui aura été faite par Xavier et Marcel aura révélé l'objet en question, mais peut-être que la nature de ces objets, eh bien, elle sera jamais déterminée avec certitude. Parce qu'en fait, une règle première pour déterminer la nature d'un objet, c'est son spectre. Donc voilà, j'ai terminé. Bon, un peu court, hein, mais bon, comme ça on aura plus de questions. Voilà. Je vous remercie. On a 10 minutes pour prendre. Vous avez 10 minutes pour poser des questions, voilà. Non, il n'y en a aucune. Aucune question, non? Bon. Moi j'ai une question pour ta dernière là. Oui. Si tu travaillais avec un plus faible grossissement, tu pourrais faire tenir la totalité de ta candidate dans ta fente. Plutôt que de travailler, tu as montré que tu avais vraiment des tout petits extraits. Ouais, pourquoi que je montre une fente qui est comme ça, qui est... parce que toi, en fait, tu dirais que de mettre la fente ici, en fait. Là, serait, différent. voilà. Alors en fait, plus large. Voilà. Alors j'explique pour quelle raison on fait ce genre de truc. C'est-à-dire comme pour l'exemple qui est précédent là. Voilà. Là par exemple, tu as, voilà. Des petits bouts en fait. J'ai des petits bouts. Alors pourquoi qu'on fait des petits bouts comme ça? Parce qu'en fait, en spectroscopie, ce qui est intéressant de relever, c'est évidemment le signal H-alpha O3. Mais pour relever ce signal, on fait une soustraction du fond de ciel. Donc on a besoin d'avoir dans la fente du spectrographe du fond de ciel qui est à côté. C'est-à-dire qu'en fait, c'est très difficile. C'est une simple soustraction. Hein. Si jamais je mets une fente qui est au milieu, ici, là, donc la taille de cette fente, je la mets au milieu. Lorsque je vais avoir mon spectre 2D et que je vais soustraire le fond de ciel qui est dans la fente, eh ben, je vais soustraire le signal qui est aussi de l'objet. C'est pour ça que tu as un petit bout qui dépasse sur les côtés. Exactement, voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le problème. C'est aussi un problème
effectivement des objets qui sont extrêmement étendus avec des très gros télescopes, la fente va être très étroite, et donc on va être obligé de jouer avec, d'aller dans un coin, etc. Si jamais vous lisez des publications professionnelles avec où dans ces publications ils mettent où ils ont positionné la fente, eh bien vous allez voir, ils mettent dans le côté, dans un coin, etc. de façon à pouvoir avoir du fond de ciel à soustraire sur le signal qui est, de l'objet, et pour pouvoir le relever. Oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser le spectre d'absorption des étoiles qui sont derrière? Le spectre d'absorption, c'est-à-dire qui se trouve derrière la nébuleuse, il y a des étoiles qu'on voit qui sont derrière la nébuleuse. Ouais, mais elles sont masquées par la nébuleuse en elle-même, de toute façon, qui est devant. On ne voit pas d'étoiles qui se trouvent derrière la nébuleuse. Bah, là, on en voit qui sont derrière la nébuleuse. Mais le problème, c'est qu'elles sont biaisées par le signal de l'objet en lui-même. Oui, mais justement, est-ce que ça permettrait, en faisant l'absorption si on connaissait le spectre des... Non, on ne va pas faire comme ça. En fait, ce qu'on pourrait faire, et ça peut se faire, hein, c'est-à-dire qu'en fait, on va observer l'objet en lui-même pendant 3 heures, etc. Et on va faire 3 heures de pause dans un fond de ciel à côté. Et là, on va pouvoir faire une soustraction qui pourrait être potable. C'est une question à poser aux professionnels, hein, justement, comment ils se débrouillent. Mais la réponse de Quentin, elle est assez éloquente. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, ils sont bien coincés avec ces objets-là. C'est-à-dire, en fait, ils voient que c'est vraiment des candidats nébuleuses planétaires, mais vraiment avérés. Et en spectro, ils n'arrivent pas à ressortir le signal. Ils sont beaucoup trop faibles. C'est ça le gros problème. Le signal est trop dilué dans l'espace. Il est trop dilué, absolument. Surtout qu'en spectroscopie, Ouais. en fait, on étale le flux. C'est-à-dire que déjà pour une imagerie comme ça, on pose des centaines d'heures. Et en spectro, à la limite, il faudrait qu'on pose 10 fois plus longtemps. Parce qu'on va étaler le flux sur toutes les longueurs d'onde, en fait. Oui. Il y avait une question. Justement, sur ces photos où on a eu une photo très tentante de la difficulté de faire un step, y en a-t-il qui réfléchissent pour une idée d'une méthode peut-être pas aussi définitive que le spectre, qui permettrait de mieux caractériser les objets comme étant potentiellement des nébuleuses planétaires? Peut-être pas le prouver, mais être beaucoup plus convaincu que d'une conviction, on va dire, intermédiaire entre la photo et le spectre. Bah, moi, j'ai pas vraiment la réponse à la question. J'ai pas la réponse à la question. En fait, la réponse, on va la retrouver dans le futur, parce que ces objets, bah, ils commencent à en avoir plusieurs. Hein. Le duo STDR, ils en trouvent pas mal. Elles sont recevables, elles sont reconnues. Hein. Quentin Parker les prend. Il dit, bah oui, là, on a des objets. Et par contre, il va falloir qu'ils prennent une décision. Il va falloir qu'on dise, bah, est-ce qu'ils vont rester à l'état de candidate, ou est-ce qu'ils vont être classés comme véritables nébuleuses planétaires ou non? Et là, c'est vraiment une question à poser aux professionnels et une réflexion à faire sur leur méthode de caractérisation des objets. C'est vraiment de leur partie où ils vont dire, bah voilà, sur des tels objets, avec certains critères évidemment, étoile centrale. Alors, un truc qui peut être possible, ça c'est moi qui le dis, mais je pense qu'eux aussi ils sont très intéressés, ils vont se pencher là-dessus, c'est l'étude de l'étoile centrale. En fait, l'étoile centrale, mais par contre le problème c'est que, voilà, c'est une naine blanche et en fait, nous, avec nos moyens, et l'atmosphère qui nous gêne, on ne peut pas aller vraiment dans l'ultraviolet, on ne peut pas aller voir exactement ce qui se passe au niveau de cette étoile. Par contre, les professionnels ont les moyens, eux, de regarder avec des satellites qui sont hors atmosphère, de regarder justement ces étoiles centrales et de les analyser. Et après, ils peuvent effectivement caractériser et dire que oui, ça c'est une étoile qui est capable de rayonner tellement que elle va rayonner le gaz qu'on voit sur l'image qui a été fournie par STDR. Donc ça, oui, ça c'est une piste. Je pense qu'ils en ont plusieurs, hein, les pros, ils ont toujours... Il faut bien comprendre que le spectre, l'utilité d'un spectre, en fait, la signature spectrale, c'est pas juste d'avoir des raies en émission en disant tiens, on voit de l'O3, on voit de l'H-alpha, non. C'est le rapport des raies qui existent. Par exemple, O3, il y a 2 raies, il y a la raie à 5007 et à 4956. Et bien pour que ce soit une nébuleuse planétaire, il faut que la petite raie, elle soit le tiers de celle qui fait à 5007. Et pareil, il y a des rapports entre H-alpha, H-bêta, H-gamma, enfin toutes les raies de l'hydrogène. Si ces proportions de raies ne sont pas respectées, et ben c'est pas une nébuleuse planétaire. Disons qu'on va avoir des informations avec l'intensité des raies sur la densité, la température, etc. Et puis la largeur, effectivement, on peut avoir des informations aussi. Mais voilà, donc en fait, un professionnel va toucher sur plusieurs choses, va regarder plusieurs choses avant de donner, de caractériser un objet. Il peut y avoir aussi des objets qui évoluent.
Donc ça, c'est tout à fait possible. Hein. Notamment le duo STDR, là, ils ont fait des choses qui étaient assez intéressantes sur des objets qui étaient classés comme région H2 ou un autre type d'objet. Eh bien, lorsqu'ils ont fait tourner leurs algos, ils ont trouvé ces objets, ils se sont retrouvés sur ces objets qui étaient déjà connus, mais qui avaient toutes les caractéristiques de nébuleuses planétaires. Donc en fait, ces objets ont été resoumis à Quentin Parker, et à partir des éléments qui ont été fournis, à partir des specs qui ont été faits, nouveaux sur ces objets, eh bien certains objets qui étaient classés comme région H2 officiellement par des professionnels ont changé de statut, ils sont devenus nébuleuses planétaires. Oui. Est-ce qu'on sait plus ou moins la taille des fentes qu'il faut pour les spectros, La quoi là? La taille des fentes. La taille des fentes. Alors, dans le principe, ce sont des objets qui sont très faibles. Donc, on va dire, plus il y a de la lumière qui rentre, plus on va pouvoir poser un peu moins longtemps et avoir du signal. Le problème, c'est que plus on prend une fente qui est grande, plus on va perdre en résolution. Donc, nous, ce qu'on fait avec nos... alors, Christian, je ne sais pas s'il est là, parce que là, j'ai une question à lui poser. C'est-à-dire qu'en fait, nous... Il est sorti. Oui, il est sorti, oui, j'ai vu tout à l'heure. Parce qu'en fait, nous avons des spectros qui sont disponibles pour des amateurs, mais je ne sais pas si vous avez vu, maintenant les amateurs, ils ont des, au début ils avaient des 20 cm, 30 cm, ils commencent à avoir des 50 cm assez réguliers, et des 1 mètre. Et il se trouve que nos spectros, qui sont actuellement disponibles à la société Cheliac, sont prévus pour de la gamme de 20, 30 cm, 40 cm. Mais 1 mètre, on n'a pas des spectros qui permettent de travailler d'une façon vraiment bonne avec des télescopes de 1 mètre. Et là, quand on est en présence, quand on a le spectro qui permet de travailler avec un 1 mètre, là on adapte la fente pour avoir un maximum de flux et pour pouvoir capter du signal. Ceci dit, c'est pas garanti. Pardon? Ceci dit, c'est pas garanti parce que là, par contre, là les pros, c'est des pros qui parlent et qui disent que pour ces objets-là, eh bien même avec les 2 mètres, ils se cassent les dents. Hein, et là, ils travaillent avec des spectros qui sont prévus pour les 2 mètres. Hein, c'est vraiment... Oui. Ces belles images là, de confirmation, est-ce que c'est une obligation qu'elles soient en couleur ou est-ce qu'on ne pourra pas travailler simplement avec du O3? Alors moi, c'est ce que je demande. C'est-à-dire qu'en fait, moi, quand j'ai une image couleur qui arrive comme ça, qui est superbe, généralement, je demande d'avoir aussi, et d'ailleurs, le duo, alors, il n'y a pas que Xavier et Marcel qui travaillent là-dedans, du moins qui me fournissent des images, mais systématiquement, je demande des images O3, des images H-alpha, qui ont permis de composer l'image couleur. Parce que là, c'est là qu'on a vraiment l'information. Et avec la fente d'un spectro, si jamais on veut vraiment savoir où est le signal le plus fort, eh bien, c'est avec l'image du filtre en question. Ouais. Bon, merci.